Je vais partager, si j'y arrive, un document que j'ai préparé à cet effet et pour lequel vous allez me dire si vous le voyez apparaître ou pas. Parfait. Parfait. Donc, il s'appelle « La situation politique en France », on est bien d'accord? Oui. Oui, c'est ce qu'on voit, oui. Alors, très bien. C'est ce que je diffuse, donc tout va bien. L'idée étant de pouvoir se dire que les prochaines élections régionales et départementales vont forcément s'inscrire dans un contexte qui est un contexte où il y aura des enjeux locaux, assurément, on va être amené à en parler, mais également des enjeux départementaux et des enjeux de politique nationale. Euh, Même si le pouvoir politique, à chaque fois, dit qu'il n'y a aucune incidence entre la politique nationale et la manière dont vont se comporter les citoyens, eux-mêmes, la manière dont ils peuvent tirer les enseignements politiques, on sait que c'est faux et on sait qu'il y a des grands enjeux nationaux qui viennent percuter les élections régionales. Je reviendrai notamment sur les élections de 2015, mais pas uniquement. Vous vous en souvenez peut-être, probablement, en 2004, élections régionales qui ont été les premières élections nationales qui ont suivi l'élection de 2002, avec l'élimination de la gauche dès le premier tour de la dernière élection présidentielle, et que jamais on a eu un vote aussi important pour la gauche dans le cadre d'élections régionales et qui avait amené la victoire d'un certain nombre de régions, voire même des régions qui apparaissaient comme étant peu gagnables, notamment dans une partie de l'ouest de la France, et qui, au final, avait préfiguré ne serait-ce qu'une partie de la configuration électorale qu'on avait pu connaître en 2007. Ségolène Royal était apparue comme étant la grande illustration de la victoire de la gauche après la fronde de 2002 et que ça avait été pour elle le socle de la candidature en 2007. 2010, élection régionale, là aussi qui s'inscrivait dans un contexte où Nicolas Sarkozy était un candidat à l'élection présidentielle à nouveau, était un président de la République qui donnait le sentiment d'avoir déjà à cette époque-là une gestion du pouvoir terriblement verticale et que dans ce contexte-là, le fait que la gauche et notoirement le Parti socialiste ait pris fait et cause pour ce qui s'appelait à l'époque le bouclier social avait permis à la gauche de pouvoir conserver les régions gagnées en 2004, alors même qu'on aurait pu penser que 2004 était une forme d'exception dans l'histoire. Élection de 2015, on y reviendra plus précisément là-dessus, qui s'inscrivent dans un contexte qui est un contexte où, inévitablement, le regard qui a été porté à l'égard de l'action politique de François Hollande avait rééquilibré, entre guillemets, un peu la balance et avait permis à la droite de regagner un certain nombre de régions et qui avait déjà à cette époque-là préfiguré la montée du Rassemblement national, le fait que celui-ci se maintienne, voire accroisse ses forces au deuxième tour par rapport au premier tour, et avait fait qu'il y avait un vainqueur qui était illustratif de la victoire de 2015 et qui s'appelle Xavier Bertrand et qu'aujourd'hui, c'est le candidat qu'on va qualifier de naturel pour la droite à la prochaine élection présidentielle. Donc ça vaut le coup justement de voir ce que peut être le rapport des Français à des enjeux qui sont des enjeux nationaux. Les enjeux nationaux, déjà, il y en a un qui fait que tous les 7 ans par le passé, tous les 5 ans aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle. Et derrière l'élection présidentielle, il y a le président de la République avec des Français qui vont être amenés à regarder et jauger de l'action du président pour pouvoir après articuler leur comportement électoral. Donc ça vaut le coup déjà de voir dans quelle situation politique nous sommes au niveau national. Au niveau national, lorsqu'on interroge les Français sur non pas des questions à caractère politique, mais des questions d'opinion, et qui est une question de confiance, vous pouvez voir que, alors même qu'on est dans une situation de pandémie importante, alors même qu'il y a des critiques qui ont été émises à l'égard du président de la République, alors même qu'il y a des doutes sur la sincérité de son propos, on peut s'en rappeler, concernant les masques, concernant les tests, concernant la vaccination. Malgré tout, aujourd'hui, vous avez près d'un Français sur deux qui déclare accorder sa confiance à Emmanuel Macron. Et que cette confiance, c'est une confiance qui est marquée et qui est caractérisée de la part de franges de population, contrairement à ce qu'on peut dire, qui ne sont pas uniquement à droite, même si son cœur électoral est à droite, mais qui aujourd'hui fait qu'il y a de la part d'électeurs qui se situent à gauche ou au centre-gauche, qui globalement déclarent accorder leur confiance au président de la République. Malgré tout, vous pouvez voir
que contrairement notamment à François Hollande, il y a un socle au sein du camp politique du président de la République, un socle net, fort, important, qui fait que 92% de son électorat a une capacité à pouvoir affirmer qu'il accorde un niveau d'appréciation qui est un niveau d'appréciation important. Est-ce que vous voyez mieux l'écran maintenant? Est-ce que j'ai reçu un SMS me demandant de le mettre en plein écran? Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit C'est bien. mieux, c'est mieux. C'est parfait, merci. Très bien. Donc, vous voyez là un niveau de confiance qui est un niveau de confiance affirmé de la part du cœur de l'électorat de la République en marche. Au cours des dernières élections européennes, à peu de choses près, Emmanuel Macron, et en tout cas la liste qui a été conduite par Nathalie Loiseau, avait d'ailleurs eu et obtenu le même score que celui qu'il avait obtenu au cours de l'élection présidentielle. Et même si l'électorat avait évolué vers la droite, un niveau de confiance et un niveau de comportement électoral qui avait permis de faire auprès du cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron un soutien qui est un soutien manifeste. Le troisième aspect qu'on peut voir d'ailleurs quand on pose aux Françaises et aux Français qui déclarent la confiance à Emmanuel Macron, que nous dit-on? On nous dit en fait que c'est un président de la République, qu'il est intelligent, qu'il prend de bonnes décisions, qu'il sait faire, qu'il fait face à la crise et que d'un point de vue général, la perception qui existe positive est double. Le premier aspect, c'est qu'à aucun moment, contrairement à ce qui s'est passé par le passé, il y a un jugement ou la perception qu'il y a une forme de trahison à l'égard des engagements de campagne d'Emmanuel Macron. Que globalement, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, Emmanuel Macron mène la politique pour laquelle il a été élu. Vous vous en souvenez, les critiques qui ont été émises à l'égard de François Hollande étaient notoires et renvoyait justement à la perception qu'il ne menait pas une politique de gauche ou qu'il menait une politique qui était orthogonale par rapport à ce qu'était le contrat présidentiel dans le cadre de la campagne électorale. Le deuxième aspect qui est marquant concernant Emmanuel Macron, c'est la notion de réforme qui est souvent citée comme étant un point qui est un point d'appréciation de ce que peut être le président de la République. Qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, on a le sentiment qu'il mène des réformes et que ça fait partie d'une des caractérisations de ce que peut être le président de la République. En négatif, parmi la majorité française, malgré tout, qui déclare ne pas accorder sa confiance à Emmanuel Macron, un aspect sur la politique, un aspect sur la politique sanitaire, un regard à l'égard de la France et des Français qui globalement ne leur convient pas, et puis également une dimension que vous pouvez voir apparaître, qui est présente quasiment depuis septembre 2017, qui là est encore présente, à savoir un président des riches et donc un président qui n'est pas forcément à la hauteur des attentes qu'on peut avoir pour l'ensemble de la société française. C'est un point marquant. Des points qui avaient été identifiés par le passé ont quand même tendance à s'estomper et on peut penser notamment à la thématique qui est la thématique d'un président qui est autoritaire, voire dans l'autoritarisme. On va passer rapidement sur Jean Castex, non pas parce que c'est Jean Castex, mais parce que le Premier ministre, d'une manière ou d'une autre, bénéficie d'un regard qui est un regard essentiellement lié à Emmanuel Macron, un niveau de confiance qui est moins fort à l'égard du président de la République, ce qui n'était pas le cas, vous vous en souvenez, de Philippe, un niveau de confiance qui fait que quand on accorde sa confiance à Jean Castex, on le dit notamment parce que Jean Castex donne le sentiment de mener la politique qui est définie par le président de la République et les verbatim que nous avons illustrés en fait, le montrent bien. Et en parallèle, la raison pour laquelle on n'apprécie pas Jean Castex, c'est la perception qu'il mène la politique du président Emmanuel Macron. Donc, il n'a pas un côté politique en tant que tel. Il n'a pas un caractère distinctif en positif ou en négatif, par exemple, tel que pouvait l'avoir François Fillon lorsqu'il était Premier ministre, et qu'une partie du capital qu'il avait au début, à savoir un capital de confiance parce qu'il était issu des territoires, ne suscite pas aujourd'hui de niveau de confiance, ou en tout cas de niveau d'appréciation qui ferait qu'on l'apprécierait en propre. En dehors de ces deux personnalités, lorsqu'on essaie de voir parmi les personnalités qui sont hors gouvernement, que pouvons-nous identifier? On peut voir qu'il y a Édouard Philippe qui est globalement bien apprécié de la part des Françaises et des Français, qui ne repose pas forcément sur un point politique marquant de sa part, mais plus en fait autour de la nostalgie que l'on peut avoir d'une époque qu'on a pu connaître à l'égard d'Édouard Philippe. Et quand on creuse un petit peu, on n'identifie pas d'éléments structurants très forts, si ce n'est éventuellement les 80 km/h, mais qui ne sont pas entièrement mis à son crédit. On peut voir enfin que quand on regarde, on a
un pays dont on dit parfois qu'il penche à droite et qui, là, pour le coup, est identifié. Xavier Bertrand en troisième position, Valérie Pécresse, François Baroin, Nicolas Sarkozy, François Bayrou sont relativement hauts dans nos différentes enquêtes d'opinion. On peut voir également que Marine Le Pen génère la confiance, j'insiste sur ce thème, la confiance de 25-27% des Français. Donc, ça veut dire plus d'un Français sur quatre, et qu'il y a l'image de personnalités emblématiques de la gauche, mais qui sont assez loin derrière. Vous pouvez voir Bernard Cazeneuve ou Christiane Taubira, entre 31 et 29% de niveau de confiance. Donc, on a, d'une manière générale, une personnalité qui est une personnalité emblématique, Édouard Philippe, des personnalités qui sont à droite sur l'échiquier politique, des anciens responsables qui sont incarnations de valeurs portées par la gauche, la République pour Bernard Cazeneuve d'un côté, une forme de ténacité de la part de Christiane Taubira de l'autre, et puis, entre tout cela, Nicolas Hulot, 38%, deuxième personnalité la plus générant le plus de niveau de confiance de la part des Françaises et des Français, un niveau de confiance qui s'inscrit dans un contexte où les thématiques écologiques et environnementales, ou dans la thématique également de la sincérité du propos, est globalement accolée à l'ancien ministre de l'Environnement. Donc le panorama fait qu'on est dans une période qui est une période de crise économique, qui fait qu'on est dans une période de crise sociale, qui fait qu'on est dans une période de crise à caractère sanitaire, et que pour autant, le regard porté à l'égard de l'exécutif n'est pas de dire dehors, n'est pas de dire on refuse absolument la confiance, et le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron n'a pas quitté l'appréciation qu'il pouvait avoir à l'égard de l'actuel président de la République. Aucune personnalité, malgré tout, ne génère une confiance absolue, et on est dans un niveau de défiance qui existe à l'égard de la plupart des responsables politiques lorsqu'ils sont identifiés. On va évidemment à tous les passer en revue. Ce qui est intéressant, on peut passer très rapidement dessus, c'est qu'on peut voir malgré tout qu'il y a des niveaux de confiance qui sont importants, mais qui ne sont pas non plus délirants au sein de chacune des familles politiques. Un niveau de confiance de l'ordre de 54% auprès des électeurs qui sont les plus à gauche sur l'échiquier politique pour Jean-Luc Mélenchon. Un niveau de confiance pour Yannick Jadot ou pour Nicolas Hulot qui dépasse à peine les 2/3 du cœur de l'électorat. Un niveau de confiance de 7 électeurs sur 10 du Parti socialiste qui déclarent accorder leur confiance devant Martine Aubry ou Édouard Philippe. Édouard Philippe, qui est, je vous le rappelle, issu de la droite et du centre. Et puis, quand on regarde de la part des autres électorats, Édouard Philippe, qui fait un peu la course en tête parmi les proches de la République en marche, Nicolas Sarkozy, en dépit de toutes les affaires aujourd'hui, qui est la personnalité en qui les Républicains accordent le plus leur confiance. Et puis enfin, Marine Le Pen comme Marion Maréchal Le Pen, quand même elle pourrait avoir des différends, qui génèrent la confiance de plus de 80% de l'ensemble de leur électorat. Vous pouvez le voir, deux aspects. Le premier aspect, c'est que les dirigeants de chacune des formations politiques, hormis Jean-Luc Mélenchon, même s'il a un niveau relativement faible, ne sont pas les personnalités en qui les électeurs de ces mêmes formations politiques déclarent avoir le plus confiance. C'est quand même assez troublant de voir en fait des personnalités qui sont quand même censées être à la tête d'organisations politiques puissantes ne pas arriver à générer un niveau d'appréciation qui est un niveau d'appréciation extrêmement fort auprès du cœur de l'électorat. Le deuxième aspect, c'est que la personnalité qui incarne le mieux sa formation politique, c'est Marine Le Pen, qui apparaît comme étant celle qui génère, dans l'absolu, au sein de son cercle électoral, le plus grand niveau de confiance de la part des personnes que nous avons été amenés à interroger. On va revenir, si vous voulez bien, sur l'élection présidentielle de 2017 pour après poursuivre également sur d'autres aspects. Premier point, je pense avoir à l'esprit, un candidat, Emmanuel Macron, qui fait 24%, c'est-à-dire un score qui est moins bon que celui qui avait été obtenu aussi bien par François Hollande que par Nicolas Sarkozy au cours de la fois où ils étaient candidats pour la première fois à l'élection présidentielle. Le deuxième aspect, Marine Le Pen, qui avait pour la première fois pour l'extrême droite dépassé les 20%, record absolu de score en pourcentage et en voix pour l'extrême droite à une élection présidentielle. Et puis le deuxième aspect, une progression forte de plus de 13 points, enfin de près de 13 points, pardon, entre le premier tour et le deuxième tour,
pour Marine Le Pen, dans un contexte où elle avait raté le débat d'entre-deux tours et dans un contexte où nous étions dans une configuration centre-gauche, centre-droit. À cette époque-là, c'était même plus perçu comme étant centre-gauche, et extrême droite de l'autre. Malgré tout, une progression très nette de Marine Le Pen comme candidate à l'élection présidentielle. Derrière cette progression, deux éléments ont été sous-estimés, je crois, en termes d'analyse. Le premier élément, ça a été une baisse de la participation entre le premier tour et le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et à part en 1969, avec bonnet blanc ou blanc-bonnet, comme avait dit Duclos, on n'a jamais eu une baisse de la participation. Il y a toujours eu un accroissement de la participation au deuxième tour. Et le deuxième point qui est marquant, c'est qu'il y a eu une abstention qui était une abstention massive et que cette abstention, un nombre de blancs et nuls, massif, qui a fait qu'au final, sur 100 personnes inscrites sur les listes électorales, 8 ont déposé un bulletin blanc ou nul, ou d'une autre manière, 4 millions de Français, donc c'est-à-dire 12% des personnes qui sont déplacées, se déplacent dans un contexte où il y a l'extrême droite au deuxième tour de l'élection présidentielle et qui, malgré tout, déposent un bulletin blanc ou nul. Tout ceci s'inscrit dans un contexte où, quand on se prolonge vers la prochaine élection présidentielle, les chiffres sont en train d'être affinés, ils sont réalisés chaque semaine par Aristote Aristide, en tout cas dans le cas de la enquête, fait qu'on a un duo qui est clairement installé, Emmanuel Macron entre 26 et 28%, Marine Le Pen à hauteur de 26%, même s'il est en train de grignoter une partie de son retard, un candidat de droite qui arrive en troisième position, et c'est essentiellement Xavier Bertrand qui s'inscrit dans ce contexte-là, du fait que c'est le principal candidat qui aujourd'hui est en campagne électorale présidentielle, en dehors de la question régionale, et également parce qu'il arrive comme étant la dernière identification de la victoire de la droite à la dernière élection, depuis la défaite de 2012 de Nicolas Sarkozy. La gauche, dans ce contexte-là, est réduite à un niveau qui, au final, l'amène à être à peu près au même niveau qu'on avait mesuré dans son ensemble à l'élection présidentielle dernière, avec toujours une petite prime pour Jean-Luc Mélenchon, même si, notamment depuis le fait qu'il est affirmé que la République, c'était lui et qu'il avait une conflictualité forte avec des autorités judiciaires, il a un score qui est quasiment divisé par deux par rapport au score de 2017. Et puis, la candidate à l'heure actuelle du Parti socialiste, qui ne fait pas mieux que le candidat a priori d'Europe Écologie Les Verts, vous voyez, 6% pour l'un ou pour l'autre. Donc, dans ce contexte-là, un niveau qui est un niveau relativement faible d'intention de vote en faveur de candidats qui sont des candidats de gauche, qu'ils soient dispersés ou qu'ils soient réunis. Donc, bon, on va passer rapidement, je pourrais vous envoyer la totalité de ce support. Il y a un point à identifier qui est en bas à droite. Sur 100 électeurs qui déclarent avoir voté pour Marine Le Pen à la dernière élection présidentielle, 91 déclarent qu'ils ont l'intention de faire de même. Et c'est une solidité qui est une solidité absolue que l'on peut voir dans toutes circonstances et qu'on a pu voir notamment au cours des dernières élections européennes. C'est le même aspect concernant Valérie Pécresse. Au deuxième tour, c'est un phénomène majeur. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est crédité de 54% de son vote. Marine Le Pen de 46%. L'évolution à laquelle on a pu constater en 2017 ne semble pas être un accident d'histoire, mais semble être une forme de continuum, avec, vous le voyez tout en bas, un électeur sur deux qui est issu très vite de la France insoumise ou du Parti socialiste, qui déclare au deuxième tour, dans un duel entre un candidat de centre droit et l'extrême droite, je ne me déplace pas, ou alors je ne donne pas de vote en faveur de l'un ou de l'autre. Cette forme d'apathie à l'égard de la montée du Rassemblement national traverse la gauche de manière manifeste et traverse même, mais ça on pouvait s'y attendre plus, un électorat qui est un électorat qui a voté pour la droite ou notamment pour Xavier Bertrand dans le cadre du premier tour. Encore une fois, celle qui maximise son score de premier tour, c'est Marine Le Pen, notamment face à Emmanuel Macron. Troisième enseignement là-dessus, vous pouvez voir une partie d'un électorat qui est le plus à gauche de l'échiquier politique,
près d'un quart notamment de l'électorat, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, qui déclare, dans un contexte électoral comme celui-là, je vote plutôt en faveur de Marine Le Pen qu'en faveur d'Emmanuel Macron. On peut également voir, quand on se penche à gauche, sur la capacité ou pas à pouvoir représenter la gauche d'un point de vue général. Et vous pouvez voir que d'une manière globale, lorsqu'on interroge les électeurs, il n'y en a aucun qui donne le sentiment d'incarner très bien ou plutôt bien la gauche, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Yannick Jadot ou encore Fabien Roussel. Donc une difficulté pour se dire, ces candidats arrivent à incarner la gauche lorsqu'ils sont aujourd'hui présentés à nos yeux. C'est vrai pour l'ensemble des Français, ce qui n'est pas une surprise dans tel. En revanche, quand on regarde de la part du cœur de l'électorat de gauche, c'est la colonne qui est marquée en gras, vous pouvez voir qu'on n'a pas de consensus d'un côté et il n'y a pas non plus de plébiscite à l'égard d'un ou d'une candidate, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou les autres candidats, comme par exemple Yannick Jadot. Donc on a une gauche qui aujourd'hui apparaît comme étant relativement orpheline, et orpheline de débouchés politiques indépendamment de la situation que l'on peut connaître. Débouchés politiques d'un point de vue de positionnement sur l'axe gauche-droite, débouchés politiques en termes d'écologie politique. Et là, rebelote, Jadot évidemment en première ligne devant Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon qui a plus de difficultés en dépit des prises de position qu'il peut avoir sur l'écologie d'un point de vue global, et avec un système qui fait que malgré tout, lorsqu'on interroge uniquement le cœur des électorats de gauche, c'est la deuxième colonne en partant de la gauche, mais aussi pas de plébiscite, un peu plus d'appréciation en faveur de Yannick Jadot qu'en faveur des autres, mais vous le voyez, sans que ce soit manifeste auprès du cœur de chacun de ces électorats. Deux uniquement arrivent à l'incarner, Yannick Jadot d'un côté, Anne Hidalgo de l'autre. Et ce tableau-là permet de l'illustrer par ailleurs. Autre volet qui m'apparaissait comme étant important de mettre en avant à vos yeux, qui est le regard sur un certain nombre d'actions. Indépendamment de la lutte contre la Covid, vous le voyez, les aspects qui sont les aspects qui existaient par le passé sont toujours présents, que ce soit la lutte contre le terrorisme, que ce soit le chômage, que ce soit l'insécurité, que ce soit le système social ou que ce soit encore le pouvoir d'achat. Donc on n'a pas un facteur qui a effacé tous les autres. Et on voit bien d'ailleurs que dans le cas des élections régionales, il ne s'agit pas uniquement de la lutte contre la Covid et qu'il s'agit également de thématiques qui ne sont pas d'ailleurs uniquement liées aux prérogatives de ce que peut être un conseil régional, mais on va également nous parler de thématiques de sécurité, de thématiques d'emploi, de thématiques de logement qui, là, vous le voyez, sont assez fortement présentes aux yeux des Françaises et des Français qu'on a été amenés à interroger. On voit malgré tout qu'il y a des points qui sont des points qui sont intéressants et qui font que, globalement, il y a un regard à l'égard des différents acteurs concernant précisément la Covid qui sont plus ou moins marquants. Je vais passer dessus rapidement pour aller un petit peu plus loin tout de suite, mais pour voir en fait que, globalement, quand vous regardez dans la hiérarchie de la confiance qui peut exister, qu'on va faire confiance à des acteurs qui sont des acteurs de terrain, des acteurs qui ont une confiance ou qui génèrent une confiance d'un point de vue médical, plus que les élus locaux, à hauteur de 55%, que les exécutifs à hauteur de 48%, que les journalistes à hauteur de 41%, ou encore de les parlementaires à hauteur de 36%. Donc tous ces éléments-là jouent comme étant une forme de confiance qui est une confiance relative, qui fait que quand on agglomère tout ceci, on peut voir que uniquement 78% des Français déclarent faire confiance à au moins un acteur de la sphère politique, contre 93% qui déclarent faire confiance à au moins un acteur de la sphère médicale ou scientifique. Dans un pays qui est un pays aussi politique de la France, dans un pays où on attend en fait qu'il puisse y avoir une place forte de la part de la puissance publique, malgré tout, une confiance qui est une confiance plus élevée à l'égard des acteurs de terrain, entre guillemets, que de la part des acteurs de la sphère politique. Ça renvoie également à des axes de communication qu'il est important de pouvoir déployer dans le cadre d'une campagne électorale. Et qui fait que l'altération et la tension qui peut exister entre, d'un point de vue global, la manière dont on peut juger les responsables politiques par rapport aux enjeux qui peuvent être des enjeux de santé, font que, vous le voyez en bas à gauche, pour répondre efficacement aux enjeux de campagne, aux enjeux de santé, pardon, en novembre 2019,
nous avions une égalité parfaite entre ceux qui déclarent qu'il fallait que les responsables politiques suivent entièrement les recommandations des scientifiques ou qu'ils s'inspirent des recommandations des scientifiques sans mais en prendre des mesures qu'ils choisissent eux-mêmes, qui étaient de moitié-moitié, à basculer, et où on dit aux politiques, prenez vos responsabilités, n'écoutez pas uniquement ces experts dont on n'est pas si sûr qu'ils soient si experts que cela, dans un contexte où on ne va pas forcément dire que la science, contrairement à ce qu'on croyait par le passé, est une unité, mais peut être également un lieu de débat, et que dans ce contexte-là, on aspire que le politique puisse prendre des décisions qui sont des décisions relativement fortes. Regarder l'avenir, c'est forcément s'inscrire un peu dans le passé. C'est également regarder en fait, la manière dont on peut juger les réussites ou les échecs des dernières élections. Une gauche éclatée, certes, mais qui avait réuni 37% des voix en 2015. 37%, c'est 16 points de moins qu'en 2010, vous vous en souvenez, 53% au premier tour. Une droite et un centre qui étaient présents à hauteur de 31%, c'est-à-dire au même niveau que celui qu'on pouvait avoir en 2010. Et en revanche, un Front National qui avait connu une percée spectaculaire, qui faisait qu'il s'agissait de la première formation politique au cours des dernières élections régionales, avec un niveau qui était un niveau, vous le voyez, de comportement électoral, et qui faisait que nous avions 28,4% des Français qui, au premier tour, ont voté pour le Front National, et que ce vote faisait qu'il s'agissait de la première force politique. Il ne s'agissait absolument pas d'un accident, parce qu'on était dans la lignée directe des élections départementales qui s'étaient déroulées en mars 2015, avec un vote à plus de 25% en faveur du Front National. Le point suivant qui m'apparaît important de mettre en avant, ce sont des points à caractère sociologique et générationnellement. On a souvent tendance à dire en fait, que le Front National, un peu par surprise, est un vote de jeunes. Déjà à cette époque-là, quand vous prenez les moins de 50 ans, il s'agissait de la première formation politique, entre 30 et 33%, c'est sur la ligne du haut, et malgré tout, qui arrivait à récupérer entre un quart et un cinquième de l'électorat âgé de 50 ans et plus, 26% d'un côté, 22% de l'autre. Donc on a un électorat qui est un électorat fort, constitué, qui vote pour cette formation politique au premier tour, et notamment au premier tour des dernières élections régionales. C'était le cas également d'un point de vue de catégorie sociale ou de catégorie populaire, à hauteur de 40%. 40% de ceux qui sont déplacés ont voté pour le Front National au cours de la dernière élection. Si l'on compare, d'ailleurs, et quand on regarde plus précisément les raisons pour lesquelles on peut être amené à voter au cours des différentes élections, on va nous parler, d'une manière générale, c'est le nuage de mots qui est en haut, des régions, la thématique des transports, mais également d'une force politique qui devient la force politique centrale, à savoir le Front National, et qui est ce autour de quoi peuvent être amenés à se structurer fortement les représentations. François Hollande était à l'époque président de la République. Ça a fait qu'on est passé globalement au-dessus de ce que pouvait être Hollande, et donc considérer qu'on allait voter en fonction d'autres types d'enjeux, et notamment des enjeux du FN. Ça, c'était d'un point de vue global. D'un point de vue général, un vote contre le FN de la part des électeurs de gauche, à hauteur de, vous voyez, de manière relativement nette à travers le nuage de mots. Les politiques, les transports et la région sont identifiés. Les électeurs de droite vont également nous parler des régions, des transports, de la politique, mais également du Front National. Et en revanche, quand on est parmi les électeurs du Front National, une thématique est une thématique de vote, de changement, et que dans ce contexte-là, le changement qui a été porté par François Hollande en 2012 avait été récupéré par les électeurs du Front National. Donc, ce n'est pas un vote de colère uniquement, ce n'est pas un vote de refus absolu, c'est un vote d'appréciation plutôt positive de la part du cœur de cet électorat. Je vous parlais tout à l'heure d'un vote qui était un vote constitué de la part du FN. Je vous parlais tout à l'heure d'un vote qui était un vote relativement important de la part de cet électorat-là, notamment de la reconduction d'un vote sur l'autre à une élection suivante. Quand vous regardez en bas à droite, les 47% a fait qu'on a quasiment l'électorat qui est le plus mobilisé et l'électorat qui, globalement, à hauteur de 1 sur 2,
déclarent qu'ils ont toujours su pour qui ils allaient voter au cours de la prochaine élection. Donc, on a un comportement électoral qui fait que cet électorat-là participe d'une structuration d'opinion qui est relativement élevée au cœur de cette frange de population. On va passer rapidement parce que en fait, j'aurai d'autres éléments à pouvoir vous livrer tout à l'heure, mais que quand on interroge, voter à l'époque pour la gauche de la gauche, c'était appelé à voter pour justement cette thématique qui est une thématique de gauche. Voter pour un candidat ou une liste Europe Écologie Les Verts a fait qu'on va être amené à appeler à voter pour, certes, la gauche, mais également des thématiques en matière d'environnement et ou d'écologie. Voter pour un candidat PS, PRG, c'est voter au nom d'une thématique qui est une thématique de gauche, mais également d'un attachement au Parti socialiste, tel que ceci peut être indiqué, mais également des enjeux régionaux. Et puis, enfin, voter pour des candidats de droite, c'est voter autour de la droite, voter contre le Front National, voter pour le changement, et donc dans ce contexte-là, voter pour un candidat qui est mieux placé que le candidat, notamment socialiste sortant. Lorsqu'on vote pour Debout la France du Front National, vous voyez, le thème prioritaire, c'est voter pour le changement, avec des thématiques d'immigration qui sont présentes, vous voyez, qui ne sont pas le seul aspect structurant, c'est le changement par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle. En 2015, emploi, sécurité, immigration constituaient les 3 premières motivations de vote. À moins que je me trompe, cela fait pas partie tout à fait des actions qui constituent en fait les ressorts d'appréciation de ce que peuvent être les compétences du Conseil régional. Et les points qui peuvent être, par exemple, les points concernant l'environnement et le développement durable, la question potentiellement du logement, l'aménagement numérique, la prise en charge des personnes âgées ou encore de la jeunesse. Sont des points qui sont peu évoqués, et je ne vous parle même pas du niveau des transports, en fait, qui se situe à 1 Français sur 5 et qui ont dit qu'en fait, il s'agissait d'un aspect qui constituait un point absolument central. Donc, on a eu, en 2015, comme on va avoir au cours des prochaines élections, inévitablement une structuration qui sera une structuration autour de thématiques qui seront des grandes thématiques nationales. Évidemment, en le détail, les choses n'ont pas fondamentalement changé. Les thématiques à caractère social sont plus mobilisées de la part d'électeurs de gauche que de la part d'électeurs de droite. Les thématiques en matière d'environnement et de développement durable sont plus citées par les électeurs Europe Écologie Les Verts et leurs alliés, et que les thématiques en matière, par exemple, de pouvoir d'achat sont plus citées de la part d'un côté des électeurs du Front de gauche à l'époque ou des électeurs du FN de l'autre, lorsqu'il est question de thématiques de retraite ou de santé. Celles-ci sont plus prises soit par le FN, soit éventuellement par les électeurs de la gauche traditionnelle. Un vote au cours des élections régionales qui est un vote d'adhésion, plus qu'un vote utile en tant que tel, et que ce vote d'adhésion, je pense que ça vaut le coup de l'identifier, est marqué de la part d'électeurs qui se situent à gauche sur l'échiquier politique plus qu'à droite, et que derrière l'électorat du FN, même si cette thématique-là n'est pas majoritaire, elle est un peu plus citée de la part de cet électorat-là que de la part des autres électorats, tout en bas à droite, un vote qui est un vote de protestation. Un vote qui d'ailleurs s'inscrivait autour de l'étiquette politique et des enjeux locaux, plus que des grands enjeux, à savoir la notoriété de la tête de liste ou la personnalité de la tête de liste. On voit une dimension qui va être une dimension collective, de manière systématique, des électeurs qui se situent à l'extrême droite, qui ont tendance à parler plus des enjeux nationaux, plus de leur situation personnelle au quotidien. Et c'est une des raisons pour lesquelles Marine Le Pen est si forte, c'est qu'elle arrive à inscrire son contexte et son propos dans un environnement où elle doit avoir des enjeux nationaux d'un côté et des enjeux de situation personnelle et locale. Ne pas voter ou s'abstenir, c'est le fait de vouloir exprimer une forme de volonté de changement.
voter pour le FN, c'est en premier lieu l'idée de se dire qu'il faut du changement et que dans le contexte que l'on connaît actuellement, dans un contexte qui est un contexte malgré tout de critique de la part d'une frange de l'électorat à l'égard d'Emmanuel Macron, cette idée de l'incarnation du changement, non pas par la gauche, mais par le Front National, je pense, est à considérer pour ce qu'il est. Les électeurs qui, de manière générale, ont tendance à s'abstenir, mettent plus en avant soit l'absence de confiance dans la responsabilité politique, soit le fait que ça n'intéresse pas, soit enfin le fait que ça ne changerait pas grand-chose, mais le fait de ne pas avoir confiance dans les responsables politiques ne montre pas un désintérêt majeur et montre en fait que le fait de ne pas avoir confiance en eux renvoie à une thématique qui est une thématique de défiance à l'égard des différents dernier point, si vous voulez bien, j'ai repris, non pas en termes de sondage, mais en termes de résultats, les évolutions en voix entre le premier tour et le deuxième tour des dernières élections régionales du Front National. Hormis en Île-de-France et hormis pour partie en Corse, vous voyez, nous avons un nombre de voix supplémentaires qui est considérable pour l'extrême droite. 172 000 de plus dans la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Dans une région comme la région PACA, où il y a eu un débat et le reflux d'une liste socialiste, 166 000 personnes se sont déplacées et ont voté pour le FN alors qu'ils ne l'avaient pas fait au premier tour des élections régionales. Dans la région qui s'appelle la région à l'époque Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, près de 150 000 personnes ont fait de même, de plus que dans la région qui à l'époque s'appelait pas Hauts-de-France, s'appelait Nord-Pas-de-Calais, Picardie, plus de 100 000 voix de plus. Donc ça, c'est le cas en termes de voix. En termes de pourcentage, dans un certain nombre de régions, la progression a été une progression nette. Ça a été le cas notamment en PACA et ça a été le cas notamment dans la région Hauts-de-France, voire Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, s'il n'y avait pas eu fusion des régions et que cette configuration électorale avait été celle-ci, dans le Languedoc, la région aurait basculé du côté du Rassemblement national, en tout cas au deuxième tour des dernières élections. Donc, cette progression du Front national qui était présente, à laquelle je faisais référence tout à l'heure, en 2017, trouvait pour partie sa source dès 2015. Ce que, ça on va peut-être passer, enfin, on s'en a parlé tout à l'heure, deux, trois points qui m'apparaissent comme étant importants, notamment par rapport à la thématique de l'écologie politique. Si je compare notamment à la social-démocratie traditionnelle, au cours des dernières élections européennes, dernier scrutin national d'envergure, on a pu identifier en fait un vote qui était un vote d'attachement et de forme d'appréciation de ce qu'est historiquement le rapport qu'on peut avoir au Parti socialiste. Et donc là, on le voit de manière nette, des idées, un programme, un attachement globalement à la gauche et au Parti socialiste, qui structure les motivations de vote des électeurs au cours des dernières élections européennes, avec la thématique européenne qui est présente, et avec, au sein de la gauche, alors même qu'on a des candidats qui se revendiquent de la gauche, alors même qu'on a des électeurs qui viennent de la gauche, la thématique qui est la thématique de gauche, qui n'est pas du tout présente dans les motivations de vote à l'égard de la liste qui était conduite par Yannick Jadot. Donc on a une écologie, l'urgence à agir, des points qui apparaissent comme étant absolument manifestes, et donc on a une capacité à pouvoir voter pour des écologistes dont on voit le propos politique, dont on voit la cohérence politique, et c'est pour partie ce qui a été l'illustration au cours des dernières élections européennes, voire des dernières élections municipales. Voter pour le Rassemblement national, c'est voter, là vous voyez, contre Macron, contre l'Europe pour partie, et avec la thématique du ras-le-bol de l'immigration et du changement à laquelle aspirent les électeurs. Là aussi, déjà à cette époque-là, quand vous voyez, en fait, le vote qui est un vote d'adhésion touche 40% des électeurs du Rassemblement national, ce qui en fait la formation politique à laquelle on accorde le moins de confiance, mais qui malgré tout n'apparaît pas comme étant négligeable dans l'absolu. Dans les élections européennes, est-ce qu'on nous a parlé systématiquement des grands enjeux européens? Vous voyez, la réponse est non. Le pouvoir d'achat arrivant en première position,
les impôts, la fiscalité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les inégalités sociales, l'emploi sont cités assez fortement de la part des électeurs qu'on a été amenés à interroger. Un point très rapide, vous aurez l'ensemble du support évidemment, enfin en tout cas qui nous a frappé, c'est que quand vous regardez les thématiques, pouvoir d'achat, lutte contre les inégalités sociales et environnement et développement durable, ils sont présents globalement auprès des électeurs France Insoumise, PS Place Publique ou Europe Écologie Les Verts. C'est globalement une même grande formation politique de gauche qui va avoir tendance à envoyer des électeurs, soit voter pour la France Insoumise, soit en fonction de Place Publique ou du Parti socialiste, soit évidemment en faveur d'Europe Écologie Les Verts, mais sans que ces vases communicants ne soient la traduction d'un comportement électoral, de dynamique électorale absolue. C'est plutôt en réaction et avec des fonds de fluidité. La réaction a plutôt été favorable à Europe Écologie Les Verts au cours de la dernière élection. Les fluidités existent également au sein de la droite. L'immigration et la lutte contre le terrorisme sont les deux premières motivations de vote des électeurs républicains. Immigration, première position, mais également parmi l'électorat du Rassemblement national. Lutte contre le terrorisme, qui est présent également au même niveau concernant le Rassemblement national. En revanche, la thématique qui va être la thématique de la lutte, enfin de la place de la France en Europe, vous voyez, troisième aspect chez les Républicains, arrive en première position pour La République en marche, qui explique pour partie la difficulté qu'a rencontrée cette formation politique au cours des dernières élections. Les électorats ont tendance à prendre leur décision le plus tard possible. Et enfin, pour tenir les délais impartis, parmi l'abstention, c'est un intérêt peu marqué à l'égard de la politique, ou en tout cas à l'égard de la manière dont les politiques publiques qui rejaillit en première position de la part des électeurs qu'on a été amenés à interroger. Donc voilà, en 45 minutes, un premier propos que je voulais évoquer avec vous. On va évidemment tout à l'heure entrer dans le vif du sujet, mais pour avoir à l'esprit, qu'on est dans un environnement où on va nous parler des élections régionales sans tenir compte uniquement des prérogatives absolues de ce que vont être les élections régionales. 2, dans un contexte où agiter le chiffon rouge du Front National ne suffit pas aujourd'hui à bannir des électeurs qui sont globalement convaincus déjà de voter pour le Front National. 3, que malgré tout, dans le contexte que l'on connaît et dans le contexte tel qu'on l'identifie, l'idée de la part de la gauche ou d'électeurs de gauche de se dire « je vais me déplacer pour lutter contre le Front National et éviter en fait, qu'ils arrivent aux responsabilités », constitue, on va dire, un enjeu qui n'est pas celui qu'on connaissait il y a de cela une vingtaine d'années. Merci, Monsieur Lévy, pour cette présentation. Nous allons passer, si vous le voulez bien, aux questions-réponses. Merci à toutes et à tous de fermer vos micros dès lors que vous ne prenez pas la parole pour ne pas avoir tout simplement d'interférence. Voilà. Première question. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Est-ce qu'on m'entend? J'ai vu que nous avons la joie d'avoir notre président d'honneur, Christophe Desgriel, président d'Aglopolis. Est-ce que Christophe souhaiterait poser une question? Je mets mon micro. Est-ce que… Attends. Nous t'entendons, Christophe. Oui. Non. À ce stade, j'ai pas de questions. J'écoute avec beaucoup d'attention cette présentation qui est quand même un petit peu terrible pour la gauche et pour notre famille politique. Et je voudrais pas être trop pessimiste, mais j'ai du mal à voir à court terme ce que peuvent être les échéances, les évolutions et les recompositions. Est-ce que nos sortants, j'allais dire, auront des images suffisamment fortes pour l'emporter? Évidemment, je pense à François Bonneau en région centre, à Alain Rousset, à Carole Delga. Voilà, beaucoup d'interrogations et puis avec une absence de campagne électorale, parce que même si nos candidats se démènent sur les réseaux sociaux ou essaient d'exister ici et là, c'est quelque chose de très particulier.
avec une première campagne à l'échelle aussi réellement de ces fameuses nouvelles régions, avec les nouveaux découpages qui créent beaucoup d'insatisfaction dans un certain nombre d'endroits. Donc non, voilà, j'avais des questions avant l'intervention de Jean-Daniel Lévy. Je crois que malheureusement, j'en ai encore plus après son exposé. C'est le but. Voilà ce que je peux dire, Yasmine. C'est un peu le but. Bon, après, il faut qu'on puisse échanger, mais je crois que le pessimisme que vous évoquez, je vais avoir du mal à pouvoir le contrecarrer complètement. On est dans un contexte où, si je veux plus enfoncer le clou, les électeurs de gauche ne sont pas fiers d'avoir porté François Hollande à l'Élysée en 2012. Et que quand on les a aujourd'hui, il y a une difficulté à pouvoir se dire, au moins, la gauche au pouvoir au niveau national, c'est ça, et c'est ça qui me donne une fierté. Et si on voit même aujourd'hui, en fait, les commémorations qui se déroulent des 40 ans de l'accession de François Mitterrand au pouvoir, comparé en fait à la manière dont les électeurs de gauche restituent le mandat de François Hollande, on est dans un regard qui est un regard très différent. Il y a, à tort ou à raison, aucune mesure phare identitaire rattachée à ce que peut porter, le mandat de François Hollande. Le mariage pour tous n'apparaît pas comme étant une conquête sociale absolue. On va être amené éventuellement à en reparler, mais ça n'apparaît pas comme étant une conquête sociale absolue. D'une manière générale, ce qui apparaît comme étant le CICE et on peut revenir là-dessus, la déchéance de la nationalité, la loi El Khomri, voire certains propos du président de la République, ont déstabilisé une partie du cœur de l'électorat socialisant. On a pu en voir pour partie les conséquences avec l'élection présidentielle de 2017, et on peut voir d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, les électeurs de gauche, lorsqu'ils se projettent vers les prochaines élections régionales, n'arrivent pas toujours à pouvoir dire une politique régionale de gauche, c'est ça, contrairement à une politique régionale de droite. Quand je suis amené, par exemple, et c'est public, à travailler sur le bilan de Valérie Pécresse, mais c'est le cas partout, et que j'interroge les électeurs sortants, les électeurs de gauche ne nous disent pas qu'ils veulent absolument mettre dehors Valérie Pécresse au regard de ce qu'elle a pu faire dans le cadre de son mandat régional. Alors, ils ne savent pas tout, évidemment, ce qui est fait, mais ils ont du mal à pouvoir trouver un ressort qui est un ressort suffisant pour pouvoir se dire qu'ils souhaitent absolument se débarrasser de Valérie Pécresse. Je ne dis pas qu'elle va forcément gagner, parce que la configuration de quadrangulaire rend la chose peut-être un peu plus difficile que ce qu'elle souhaiterait, mais qu'on n'est pas face à des électeurs qui disent, contrairement à ce qui s'était dit en 2010, et c'est pour ça que j'avais mis l'accent dessus, voter pour la gauche et avoir un bouclier social, c'était la thématique que vous avez utilisée en 2010 et qui était efficace, notamment face à Nicolas Sarkozy, que celle-ci, en fait, n'est pas audible, en tout cas, à l'heure actuelle. Il y a des territoires qui sont historiquement plus à gauche que d'autres. L'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine sont des territoires où il y a une sociologie électorale qui fait que la reconduction est une conduction plus évidente que dans d'autres régions. En Bretagne, la situation est difficile parce qu'en fait, il y a le spectre Le Drian qui est présent, même si je ne suis pas sûr qu'elle va permettre entièrement à la liste Burlot de pouvoir gagner la prochaine élection régionale, et que dans la région Bourgogne-Franche-Comté, qui n'est pas une terre facile pour la gauche déjà historiquement, on s'inscrit dans un contexte où ce n'est pas toujours évident, pas plus que la région centre, en fait, où on n'en parle pas beaucoup, mais le Front National, le Rassemblement national, peut réaliser également un très bon score, ce qu'il avait déjà fait en 2015 et ce qui avait été un peu passé sous silence. Christophe? Oui, je veux bien reprendre la parole et après je me tais parce que je ne veux surtout pas la monopoliser. Non, je voulais faire partager trois réflexions. La première sur le vote au second tour de l'élection présidentielle. Moi, j'ai voté Chirac, j'ai voté Macron, et aujourd'hui, s'il y a un second tour Le Pen-Macron, je crois que je ne voterai pas ou que je m'abstiendrai.
Et ceux qui me connaissent un peu et qui connaissent mon parcours politique peuvent se dire qu'effectivement, il y a aujourd'hui une gauche, entre guillemets, parce que j'aime pas trop l'expression social-démocrate, qui est tellement crispée après Macron que effectivement le vote du deuxième tour, eh ben voilà, si c'est Macron, ben c'est Macron. Si c'est Le Pen contre elle, eh ben on ira aux fraises. Ça c'est le premier élément, et je le relie à deux autres éléments. Le premier, c'est que le Rassemblement national, c'est plus le Front national. C'est-à-dire que moi, il y a encore assez récemment, je continuais à parler du Front national, un peu pour emmerder les militants du Rassemblement national. Et je crois qu'il y a une mutation qui s'est faite. Alors, on parle de la dédiabolisation, mais il y a derrière aussi un certain nombre d'élus de droite qui ont rejoint le Rassemblement national. Il y a eu un glissement sociologique et je pense qu'il faut qu'on intègre que le Rassemblement national, certes, il y a toujours des relents nasillons ici ou là, mais que le Rassemblement national, ça correspond aussi à une autre dynamique électorale et sociologique que ce qu'on a pu connaître les 10, 20, 30, 40 dernières années. Et puis, le dernier élément que je voudrais soumettre à la discussion, c'est de reprendre l'expression de votre collègue Jérôme Sainte-Marie avec son bloc contre bloc. Moi, dans les bouquins d'analyse des dernières années, j'ai trouvé que son travail, qui a été beaucoup moins médiatisé que l'archipel française, alors ce n'était pas le même objet d'analyse, hein, bien sûr, mais il était très intéressant parce que toute la stratégie de Macron, c'est bloc contre bloc, le bloc élitaire contre le bloc populiste. Et c'est aussi pour ça que j'en veux énormément à Macron, au-delà de ses choix de politique publique, c'est que je crois qu'il amène la République derrière un affrontement bloc contre bloc qui est très dangereux. Voilà, maintenant je me tais. Pascal. Juste, pardon, juste Monsieur Lévy, avant de répondre au point par point, il y a une question écrite qui va dans le sens justement de la question de Christophe. Alors, un instant, je vais juste la récupérer. Donc, Virginia qui vous demande: la progression du Rassemblement national n'est-elle pas due à une banalisation du discours d'extrême droite? Quel rôle jouent les réseaux sociaux et les fake news? Pascal. Nous, ce qu'on identifie là-dessus, c'est que il y a, et je sais que ça va vous parler, en 2011, il y a le congrès de Tours. Et le congrès de Tours, c'est le passage de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen. Je pense que le FN a une culture historique suffisamment importante pour faire en sorte qu'ils n'ont pas choisi complètement ce lieu-là par hasard, même s'il n'y a pas eu la vieille maison qui a été gardée par certains et d'autres qui ont fondé une nouvelle formation politique, mais que derrière le changement de prénom du président ou de la présidente du Front National, on a une situation où l'orientation politique a évolué. On n'a plus été face au Front National dont le programme politique avait été écrit par Gérard Longuet. On a un Front National où il est question de thématiques, le diptyque habituel que l'on peut avoir, sécurité, immigration, mais ce à quoi ont été ajoutés tout un aspect de caractère social ou de caractère républicain, alors quitte à ce que ce soit réinterprété, mais sur le rapport à la laïcité, sur le rapport à la norme sociale, sur le rapport à l'égalité, sur le rapport à la République, qui sont des points où, globalement, les électeurs entendent un message qui est un message différent et qui est un message où, en fait, où ils vont parler de la retraite, des 35 heures, de la place de l'enseignement, etc., et qui fait que ça a modifié une partie de l'image du Rassemblement national. Que le rapport même à l'Europe que peut avoir Marine Le Pen, le fait qu'elle signe des tribunes dans des journaux comme l'Opinion, fait que globalement, elle s'inscrit dans un territoire et où elle fait beaucoup moins peur. Des personnalités comme Bardella, Giacobbi, etc., qui sont des jeunes présents dans l'espace politique national, modernisent un peu l'image du RN et ont tendance à aplanir un peu le débat ou les interrogations qui pouvaient exister préalablement. Au cours des dernières élections municipales, si vous prenez la manière dont se sont comportés les électeurs, on a beaucoup parlé en fait de
de la difficulté qu'avait rencontré le Front National au cours de ces élections, mais on n'a quand même pas beaucoup parlé de la manière dont ils avaient gagné la ville de Perpignan, par exemple, première ville de plus de 100 000 habitants gagnée depuis 1995. À l'époque, c'était, je crois, Le Chevalier à Toulon. Vous vous souvenez en fait de l'ensemble de la manière dont il y avait pu avoir une mobilisation contre la présence du Front National, l'interrogation faut-il ou pas aller au festival, faut-il ou pas mettre en place des comités de vigilance, ça n'avait pas du tout fonctionné, que Louis Alliot peut parler de la réouverture des musées, ce qui il y a quelques années apparaissait comme étant orthogonal par rapport à ce qu'était le Front National, notamment dans son rapport à la culture. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Et il y a un certain nombre de villes dans lesquelles les électeurs ont reconduit fortement leur candidat. Rachline Fréjus a été réélu dès le premier tour. Steve Brirois a été réélu avec 74%. Au Pontet, le maire a été réélu avec 57%. Julien Sanchez à Beaucaire est passé de 30% au cours du précédent scrutin à 60% cette fois-ci. À Villers-Cotterêts, à Camaret-sur-Aigle, etc. Enfin, voilà, à chaque fois, on a des comportements électoraux qui font que il y a cette forme de banalisation effectivement du Rassemblement national, des électeurs de gauche qui ne se déplacent pas au deuxième tour de l'élection en se disant, effectivement, comme l'a indiqué Christophe Degruyel, il y a un choix qui ne va pas reposer uniquement sur moi et je vais laisser une situation sans forcément, de manière systématique, voter en faveur du candidat qui va être le mieux placé face au Rassemblement national, notamment parce que le discours, les prises de position ont évolué et il y a cette dimension sociale qui est beaucoup plus marquée qu'elle ne pouvait l'être par le passé. Pascal. Merci. Pascal. Oui, bonjour et merci Jean-Daniel. Vous venez souvent nous conforter ou nous déprimer dans ces moments d'assemblée générale. Moi, j'avais des questions sur le début de votre présentation. Il y a quelque chose qui, pour moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi on crédite Jean Castex d'un ancrage local alors qu'Édouard Philippe a un ancrage local, qu'il était maire du Havre. Qu'est-ce qui fait que, dans la tête des sondés, Édouard Philippe apparaît plutôt comme un techno et Jean Castex, est-ce que c'est l'accent, comme un élu local? Ça, c'est une vraie interrogation. Parce que la plus-value, en revanche, n'est pas au rendez-vous. Sur la gestion de la crise sanitaire, on a plutôt eu affaire à une gestion extrêmement technocratique de la crise sanitaire. Alors que, vu de notre fenêtre, la parole d'Édouard Philippe était plutôt plus humaine, au fond, que celle de Jean Castex. Donc ça, c'est une question sur qu'est-ce qui motive les gens à assigner une signature à l'un ou à l'autre. Ensuite, je note dans votre présentation cette vieille thèse qui était celle du Parti communiste, et que la société penche à droite. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on se retrouve, nous, à gauche, à 30, voire moins 30%. Que ce que vous expliquez, ce qu'exprime aussi Christophe Degruyel, c'est que la gauche, au fond, n'a qu'un seul choix à faire, c'est un choix en réaction. Elle n'a plus un choix en imposition, elle a un choix en réaction, c'est-à-dire, nous ne serons pas ceux qui feront passer le Front National ou le Rassemblement national. Je note, mais ça vous l'avez dit, mais c'est malheureusement le sort d'un pays très centralisé, c'est qu'effectivement, il y a une décorrélation du scrutin local par rapport aux enjeux nationaux. C'est-à-dire que les régionales ne seront pas vécues comme des régionales, mais comme une répétition de la présidentielle. Et moi, j'aimerais bien savoir où ira la réaction contre Emmanuel Macron. Où elle peut aller. Du point de vue de l'opinion que vous sondez, est-ce que c'est le rejet, sachant qu'il n'y a pas de projet positif, est-ce que nous sommes assignés à être uniquement dans le rejet, d'après ce que vous dites et d'après ce que vous sondez des électeurs dits de gauche,
Je note que vous avez dit que les électeurs ne sont pas fiers d'avoir voté François Hollande, mais en même temps, ils n'étaient pas très fiers, quelques années plus tard, d'avoir voté François Mitterrand. Et 40 ans plus tard, c'est quand même l'exaltation, l'extase. Bon, voilà, donc il faut en prendre notre part. Hein, c'est la marche de Sisyphe. J'ai terminé. Monsieur Lévy, avant de répondre, cela va également dans le sens de la question de Fabrice. Est-ce qu'on peut mesurer ce que pourrait être l'abstention au second tour en 2022 si nous sommes face à un duel Macron-Le Pen? Peut-être déjà là-dessus, c'est l'abstention de mémoire, c'est un peu plus de 25% au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017. Comme je vous l'ai indiqué, la première fois depuis 1969 en fait, qu'il y a une progression de l'abstention entre le premier tour et le deuxième tour. Et 69, en fait, c'était une situation qui était radicalement différente entre Power et Pompidou. Tel que ça se dessine, on va vers 30%, si ce n'est plus, de l'abstention au deuxième tour, surtout si on est dans ce cas de figure. Le deuxième aspect, sans vouloir complètement vous contredire, Pascal Joseph, la réélection, alors après certes il y a une cohabitation entre-temps, mais la réélection de François Mitterrand en 88 l'a amené à réaliser un score qui a été un score meilleur au deuxième tour que celui qu'il avait réalisé au premier tour de 1981, notamment parce qu'il y avait en fait certes l'image de 83, le tournant de la rigueur, etc., mais des aspects qui étaient frappants et qui faisaient vibrer le cœur de l'électorat de gauche. Et il fallait parler à cette époque-là des 39 heures, la 5e semaine de congés payés, des radios libres, des places accordées aux femmes, d'un rapport à la culture et évidemment de l'abolition de la peine de mort, qui étaient des valeurs qui globalement clivaient politiquement. Et puis, en fait, la période de Chirac 86-88 avait permis de montrer fortement ce que pouvait être un clivage entre la gauche et la droite. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger, mais en fait, elle apparaît comme étant beaucoup moins marquant idéologiquement que cela pouvait l'être à l'époque. Bon, on ne fera jamais l'histoire, mais en tout cas, la situation telle qu'elle est perçue est comme ceci aujourd'hui. Pour reprendre dans l'ordre vos différentes questions, la communication est assez forte parfois pour mettre en avant des traits d'image des personnalités. Et donc, Jean Castex a été présenté autour de l'entourage d'Emmanuel Macron et d'un certain nombre de médias comme étant l'homme des territoires. Alors, certes, il vient de Prades, d'une petite ville. C'est un peu plus exotique que Le Havre, qui est une banlieue éloignée de Paris. Enfin, en tout cas, c'est perçu comme ça pour une partie des Parisiens. Et le fait que le Grand Paris, à un moment, a même été évoqué comme pouvant aller jusqu'au Havre, ne doit pas faciliter les choses. La tenue, la manière dont il se positionne, le fait qu'il était proche d'Édouard Philippe, d'Alain Juppé, n'aide pas. Bon, Premier ministre des Territoires, ça a tenu dans l'opinion 2-3 mois grand maximum. Après, en fait, quand on voit aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai montré le nuage de mots de Jean Castex, on ne nous dit plus c'est un homme des territoires. Donc, c'était en fait un peu de son postulat de départ a disparu. Le troisième aspect concernant la gauche. Si vous prenez en fait 100 personnes dans la rue au hasard et que vous leur demandez en fait quelles ont été les dernières positions fortes du Parti socialiste, il va y avoir du mal à pouvoir les identifier. Et ce qui est assez surprenant, je dis ça d'un point de vue extérieur, c'est que alors que le Parti socialiste est numériquement bien plus nombreux à l'Assemblée nationale que ne peut l'être la France insoumise, on entend beaucoup plus la France insoumise, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, dans le cadre des débats et de la manière de pouvoir marquer le tempo de ce que peuvent être les orientations ou les débats politiques, que ce qu'on peut entendre aujourd'hui de la part du Parti socialiste. Et même dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, parce que malgré tout, ça fonctionne comme ça. On sait qui va être le candidat de la France insoumise. Et on imagine bien que de toute façon, quoi qu'il se passe, il ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a du mal à savoir qui peut être le candidat ou la candidate du Parti socialiste, et voire même s'il y aura un ou une candidate ou si, au final, il y aura une alliance avec Europe Écologie Les Verts et donc, dans ce contexte-là, un effacement du Parti socialiste. Donc, ce sont des points qui font que, en politique, enfin, en tout cas, c'est ce que je peux comprendre, c'est toujours bien d'arriver à marquer le débat, c'est bien d'arriver à être au centre du débat et de marquer des enjeux qui font que tout le monde se positionne par rapport à ce qu'on dit. Et aujourd'hui, je ne dis pas que le Parti socialiste ne dit rien, je dis qu'aujourd'hui, il n'est pas audible. Et je dis qu'aujourd'hui, à travers ses prises de position à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans l'espace public, il est moins audible qu'il ne pouvait l'être par le passé. Puis, dernier point, il y a quand même malgré tout un peu d'enjeux locaux qui jouent.
que en fait, quand on regarde et quand je travaille dans les différentes régions, on ne vote pas exactement de la même manière, selon qu'on sache qu'il va y avoir Bertrand, Muselier, Wauquiez, Pécresse, si je prends des candidats de droite, que s'il devait y avoir d'autres candidats face à cela. Que d'une manière ou d'une autre, il y a au sein de la gauche, aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts qui arrive à grignoter une partie de l'espace de la grande sociale écologie, si on peut l'appeler comme ça, qu'on l'avait vu au cours des dernières élections européennes, c'est pour ça que j'ai mis l'accent dessus, et qu'on est face à des électeurs qui disent au moins, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, le projet d'Europe Écologie Les Verts, même en région, ou même dans les communes, est identifiable. Une ville verte, globalement, on voit ce que c'est. Une région verte, globalement, on voit ce que c'est. Un département ou une région socialiste, c'est plus difficile. C'est moins aisément appréciable. Et c'est pour ça, au risque de radoter, que j'insiste sur le fait qu'en 2010, vous avez utilisé un très bon terme qui était le terme bouclier social, parce que ça permettait de donner à voir de ce que pouvait être une région dans un contexte de pouvoir vertical fort, autoritaire et antisocial, en tout cas perçu comme cela de la part de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, si vous me demandez, même à moi, ce qu'est la trame nationale de la campagne socialiste dans le cadre des prochaines élections régionales, ce n'est pas toujours évident de pouvoir l'identifier. Et donc, ça n'aide pas à pouvoir articuler les thématiques locales avec les thématiques nationales. Je m'excuse juste, un petit droit de rebondissement. Est-ce que dans vos études, vous avez une différenciation entre les régionales qui sont très présidentialisées et qui sont un petit peu la guerre d'Espagne de 2022 et départementales? Alors, déjà, c'est très… Alors, il y a deux choses qui sont… il y a plusieurs choses. Le premier aspect, c'est qu'on ne parle pas beaucoup des régionales, on parle encore moins des départementales d'un point de vue général dans les médias. Donc, je pense qu'il y a un nombre d'électeurs qui, lorsqu'ils vont se rendre dans leur bureau de vote, vont être surpris le jour des élections départementales de voir que, en fait, il n'y a pas une élection, mais il y a deux élections. Le deuxième aspect, c'est que lorsqu'on a des personnes qui sont bien installées, globalement, elles arrivent à passer au-dessus des stricts cadres de débats nationaux ou locaux, et que lorsque je suis amené à tester des intentions de vote dans le cadre d'élections départementales, notamment pour faire vite, soit avec des conseillers départementaux sortants identifiés, soit auprès de maires qui vont également se présenter, que là, on échappe à la logique qui va être la logique régionale. Par ailleurs, dans la plupart des régions, il y a des configurations qui vont être des configurations différentes, avec des processus d'alliance qui ne vont pas être exactement les mêmes entre ce qu'on peut avoir au niveau national, au niveau régional ou au niveau départemental. Donc, il y aura des configurations qui seront un petit peu différentes. Mais que le drame de la situation, mais ça, on l'a toujours identifié, c'est que, je vais faire un peu de sociologie de comptoir, la plupart des journalistes nationaux sont parisiens. Il n'y a pas d'élection départementale à Paris. Enfin, en tout cas, elles ont lieu le même jour que les élections municipales, mais personne ne le sait. Et donc, en fait, ils ont tendance à moins traiter ces élections-là, et qui plus est, qui sont plus difficiles, parce qu'elles sont moins facilement résumables que ne peuvent l'être 13 affrontements. D'ailleurs, on ne va même pas nous parler des mais on parle uniquement des débats qui peuvent exister en métropole. Oui, je voulais vous poser, faire deux remarques, moi, par rapport au départemental. Enfin, ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait vrai. Alors, ici en Bretagne, c'est un peu plus développé. Les départementales ont toujours été un peu plus ancrées, peut-être. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle un peu plus. Mais bon, je suis bien d'accord que ça disparaît derrière les régionales, tout ça. Ce que je voulais dire, moi, dans l'exposé que vous avez fait, mis à part le fait qu'on n'arrive pas, qu'on n'arrive pas à distinguer droite-gauche, les socialistes, c'est une région socialiste, etc., ça se retrouve, malheureusement pour moi, terriblement illustré par le fait qu'un nouveau moteur existe pour le vote Front National, enfin un nouveau moteur, du moins il est maintenant bien identifié, c'est la notion de changement. Quand on voit que le Front National représente le changement, c'est sûr que ça complique la lutte contre ce mouvement, parce qu'il est en dynamique puisqu'il représente le changement. Et on ne peut pas opposer grand-chose d'autre, puisqu'on n'arrive même pas à distinguer nos propres gestions de régions. C'est un peu catastrophique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va gagner forcément moult régions, ou même une seule région, mais en tout cas, il va progresser sur cette dynamique-là, et que cette dynamique-là va se retrouver forcément aussi
au niveau des présidentielles derrière. Moi, c'est la chose qui me terrifie, enfin qui me terrifie, oui, si je peux dire ce terme-là, le plus dans ce que vous avez pu nous dire. Bon, voilà. Et puis la deuxième chose aussi par contre, qui me surprend un peu, c'est qu'en fait, on parle du Parti socialiste, de la gauche, on parle du Rassemblement national, on parle des leaders des Républicains, mais en fait, on dit aussi que les régionales donc, sont marquées par le côté national des débats et donc par les présidentielles, mais en fait, où donc est passée la République en marche dans les régionales? Parce que dans ce que vous avez proposé, en fait, c'est des redistributions, si je puis dire, d'électorat, mais je ne vois pas tellement où est passé le Rassemblement national, la République en marche. En Bretagne, c'est un cas particulier aussi, mais quand même, en fait, on débat beaucoup entre nous et on pourrait faire des paris, comme vous dites, de comptoir en disant ben, c'est les socialistes qui vont gagner ou les Verts, ben, ils ne sont pas si mal placés que ça, bien qu'ils soient divisés et tout ça. Mais en fait, pratiquement personne ne parle de la liste que mène Burlot pour la République en marche, tout le monde pensant qu'ils seront au deuxième tour et qu'ils auront des élus, mais que de toute façon, bon, ben voilà, ils sont inscrits dans le paysage, mais pas plus que ça. C'est un peu paradoxal ce que je peux vous dire, mais c'est voilà, c'est mon ressenti. Non, enfin, c'est vrai. Moi, j'ai fait une petite comptabilisation, elle demande à être vérifiée, mais ne serait-ce qu'aux élections départementales, Oui. comptez que 188 binômes La République en marche sur les 2028 cantons, je crois, au niveau national. Ah oui. On est face à une force politique qui est une force politique quasiment inexistante. Et que, en fait, ça explique la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a beaucoup en fait, de ministres qui sont candidats avec le but, qui est un but évident, de nationaliser au maximum le scrutin. Ce qui a sauvé Emmanuel Macron au cours des dernières élections européennes, c'est le fait qu'il y ait une forme de nationalisation du scrutin, le fait qu'il soit engagé dans la campagne et qu'il y a des électeurs qui ont voté pour La République en marche, non pas parce que c'était Nathalie Loiseau, non pas au regard de son projet politique, mais au regard de ce qu'il pouvait indiquer et de ce que pouvait être indiqué dans le cadre d'une campagne électorale portée par La République en marche et le soutien au président de la République. Et on retrouve les 24 et quelques pourcents. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on mesure les choses, on voit bien en fait, qu'on est bien en peine de pouvoir identifier ce qu'est une candidature de La République en marche. Ils se sont abstenus, enfin, ils ont déserté, entre guillemets, dans la région sud. Dans le Nord, Pas-de-Calais-Picardie, dans les Hauts-de-France, ils y vont, mais a priori plus pour dézinguer Xavier Bertrand que pour lutter contre le Rassemblement national. Et pour le reste, c'est vrai qu'on a du mal à voir ce que peut être en plus une région, La République en marche. Déjà que les électeurs ont un peu du mal à voir ce que peut être une région de droite ou une région de gauche, ils ont encore plus de mal à pouvoir identifier ce que peut être une région, La République en marche, si ce n'est de la part du club des supporters d'Emmanuel Macron. D'autres questions? Monsieur Bertrand, peut-être? Priorité à mon élu, veuillez m'excuser. Oui, merci. Merci déjà de cette invitation et puis merci à Jean-Daniel Lévy de sa présentation qui évidemment est toujours aussi passionnante. Il y a deux ou trois remarques. Personnellement, moi je suis convaincu que la gauche n'existera que si elle recompose un vrai projet de société, parce qu'actuellement on est incapable de différencier effectivement un projet de gauche d'un autre projet. Donc ça m'apparaît comme essentiel. Bien sûr, j'irai voter et je voterai pour les candidats le plus à gauche. Mais le plus à gauche ne veut pas dire d'ailleurs à gauche. Hein. En tout cas, dans d'autres régions, ils apparaissent très marqués. Je voudrais aussi dire, la France, elle penche à droite chaque fois qu'il y a disons, un développement économique favorable. Et dès lors qu'il y a des problèmes, elle devient à gauche. Est-ce que nous sommes cantonnés à gauche à réparer les erreurs de droite? Voilà ce que je m'interroge. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de vos interventions. Et si je dois enfoncer le clou de manière un peu plus profonde, moi, ce qui me surprend d'un point de vue extérieur, c'est que si je devais être un poil provocateur, jamais on a eu un gouvernement aussi socialiste.
il y a eu une socialisation des moyens de production comme on n'en a jamais connu, une socialisation de l'économie et du social comme on n'en a jamais connu, et que la dette n'est pas apparue comme étant une contrainte à l'action politique, à la dépense publique, que la solidarité nationale s'est exprimée au nom de la santé et que l'individu a primé sur l'économie, et que pour autant, les forces socialistes n'arrivent pas à en tirer un bénéfice. Là, je caricature parce qu'évidemment, les choses ne sont pas aussi simples que celle-là, mais que dire que la France bascule à droite, c'est vrai sur de nombreux aspects. Mais ce n'est pas vrai sur la question de la solidarité, ce n'est pas vrai sur une notion d'égalité, ce n'est pas vrai sur la notion en fait, d'intervention de l'État et de ne pas tout laisser au marché. C'est vrai, c'est faux concernant en fait, la place de l'hôpital public et de la puissance publique, c'est faux en matière de santé, c'est faux en matière de prévention, c'est faux en matière d'écologie. C'est qu'aujourd'hui, il y a des thématiques qui sont des thématiques qui sont au cœur du débat politique, qui sont, pour faire vite, des débats autour de la sécurité, qui sont pris à bras-le-corps par un certain nombre de médias, qui sont pris à bras-le-corps par un certain nombre de responsables politiques, mais que d'autres pendants n'ont pas été mis dans le débat public. Mais que la France n'a pas basculé ni du côté du libéralisme, ni du côté en fait, de l'autoritarisme absolu, ni du côté en fait, de la place du marché au détriment en fait, du collectif. Elle n'est même pas tant que cela devenue individualiste, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et que donc dans ce contexte-là, il y a un appel à ce qu'il puisse y avoir différents processus de solidarité. Donc, on n'est évidemment pas dans le même type de registre que dans les années 80, mais sur le fond, on n'est pas non plus arrivé à une ère en fait, où le thatchérisme d'un côté ou le reaganisme de l'autre apparaîtrait comme étant des modèles aux yeux de la société française. Donc, il y a effectivement en fait, une forme de débouché politique ou de vision de société qui sont aujourd'hui peu évoquées de la part de formations politiques de gauche, en tout cas peu audibles, et que les seuls, et c'est une des raisons pour lesquelles ça explique, notamment au cours des dernières élections régionales et des dernières élections municipales, là où le Parti socialiste n'était pas en forme, la percée d'Europe Écologie Les Verts, autour, là, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais d'une forme de vision de société qui est proposée de leur part. Merci. D'autres questions? Non, pas d'autres questions? Alors. Si, moi j'ai une petite question. Je ne reconnais pas. Pascal? Oui, c'est Pascal. Oui, par rapport à ce que vous dites de la percée d'Europe Écologie Les Verts, je ne sais pas si c'est observable, mais il y a une stratégie qui a été faite au municipal, qui s'est traduite par des victoires à Bordeaux, à Lyon et ailleurs, qui est de l'effacement du PS au profit d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que ça, c'est un marqueur utile dans une stratégie électorale? Est-ce que c'est un marqueur utile? Pas toujours. Déjà, il y a des endroits en fait, où il y a eu des confrontations entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts au bénéfice d'Europe Écologie Les Verts. En tout cas, à l'issue du premier tour. L'idée après, et qui ne fait pas mystère aux yeux des électeurs, que lorsqu'on vote socialiste, si jamais les écologistes sont en tête, il y aura une fusion au profit des écologistes et que l'inverse pourrait être amené à se produire, là, ça fait sens inévitablement. Et on n'est pas dans un système à l'allemande où on se dit que les écologistes peuvent s'allier avec le centre ou avec la droite. Donc, l'écologie qui est clairement ancrée dans une interrogation autour de ce que peut être les limites de l'économie de marché et qui est une alliance avec les socialistes, là, c'est absolument évident. Ce qui est assez frappant, c'est que quand vous regardez les différentes villes dans lesquelles les écologistes ont gagné, c'est soit des endroits où la droite était sortante, soit des endroits en fait, où la gauche ne se représentait pas, soit les endroits en fait, où la gauche était potentiellement en difficulté. Pour le reste, ils n'ont pas réussi à conquérir des villes là où les socialistes, par exemple, menaient une politique qui était une politique avec une thématique écologique et environnementale assez marquée. Je peux prendre deux exemples, qui peuvent être les villes de Paris et de Nantes, par exemple, où en fait, à aucun moment on a estimé que Johanna Roland d'un côté, Anne Hidalgo de l'autre, ne menait pas une politique qui était une politique à caractère écologique. Donc, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, au moins c'était lisible et au moins c'était visible.
Au niveau national, on va voir comment ça va se passer. Les élections régionales ne s'inscrivent pas exactement dans le même contexte, mais ça va être intéressant de voir dans les semaines à venir dans quelle mesure il peut y avoir ou pas une dynamique politique qui peut être amenée à se créer. Et cette dynamique politique sera de nature à pouvoir faire évoluer les choses. Les élections européennes, il y a deux facteurs qui ont joué nettement en faveur d'Europe Écologie Les Verts et au détriment du Parti socialiste. Le premier facteur, c'était les mobilisations citoyennes du vendredi, avec une jeunesse qui était dans la rue, vous vous en souvenez, concernant les marches climat. Et le deuxième aspect, ça a été la manière dont la jeunesse, au tout dernier moment, mais quand je vous dis tout dernier moment, c'est au cours des 72 dernières heures, s'est dégelée en disant deux choses. Un, on va aller voter, et deux, on va aller voter Europe Écologie Les Verts. Merci infiniment, Jean-Daniel, pour tous ces éléments de réponse. Avant de laisser la parole à Jean-Jacques pour conclure, puisque le temps, à moins qu'il y ait une dernière question, le temps du webinaire… Daniel qui a levé sa main, là. Pardon, Daniel. Alors, la dernière question de Daniel. Donc, je remercie Jean-Jacques, je ne remercie pas Yasmine pour cet oubli. Merci. Non, juste, Jean-Daniel, donc la présentation est essentiellement basée sur des résultats électoraux de 2015 et de 2019. Quel est le trend à l'heure actuelle? Est-ce que c'est devenu encore pire, parce qu'on a vu ta comparaison entre 2015 et 2010, qui était déjà un gap énorme. Est-ce que les 5 ans ou 6 ans qui se sont passés maintenant vont dans le sens de l'accentuation du gap et donc des données encore plus catastrophiques que ce qui a déprimé Christophe et d'autres, dont je suis, ou est-ce qu'il y a peut-être une stabilisation des éléments? Non, à certains égards, il peut y avoir une stabilisation, mais peut-être une recomposition au sein de la gauche. Je ne sais pas si elle se fera en faveur du Parti socialiste ou des écologistes. Ce qui est assez frappant, par exemple, quand on fait des intentions de vote, je peux prendre par exemple dans la région Île-de-France, il y a une stabilité, il y a comme aujourd'hui un niveau d'intention de vote qui est quasiment égal pour la liste soutenue par le Parti socialiste et la liste qui est soutenue par Europe Écologie Les Verts. La seule région dans laquelle il y a une union complète qui a été faite, c'est la région Hauts-de-France, et c'est une écologiste en fait qui dirige la région. Quand je regarde dans la région Grand Est, si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle, les écologistes ont une probabilité importante de se retrouver devant la liste socialiste au premier tour. Quand je prends la région Pays de la Loire, c'est une possibilité également, je pense qu'on peut avoir à l'esprit. Quand je prends la région Sud, c'est également une possibilité qui peut se faire. Donc, on a, en tout cas, c'est les écologistes qui sont là-dedans. Donc, il y a une capacité des écologistes à pouvoir réaliser des scores et une emprise sur la gauche qui est plus importante que ce qu'on pouvait avoir par le passé, notamment par rapport au Parti socialiste. Merci, Monsieur Lévy. Merci à vous tous d'avoir participé. Donc, cette conférence sera disponible pour les adhérents dans l'espace adhérent, de même que la présentation sera disponible aussi pour ceux qui le désirent. Le sujet est vaste, il est régulier dans nos réunions, évidemment. Il aura encore lieu probablement en perspective de la présidentielle. C'est toujours un exercice un peu compliqué de parler d'une élection qui est marquée par une autre, et là, plus particulièrement, avec l'absence d'un des candidats principaux. On parlait de la République En Marche tout à l'heure, présent au niveau national, et si peu présent, en tout cas pour l'instant, au niveau local. Mais enfin, voilà, ça nous a permis de voir malheureusement des tendances pas très réjouissantes pour nous, mais qui sont des défis à relever, comme l'on dit fréquemment. Et comme disait Monsieur le maire, reconstruire un projet de gauche reste un beau challenge pour les années à venir. Merci à vous tous. Yasmine. Juste, voilà, avant de terminer, des petites dates et les petits points de l'association. Donc, pour les amis parisiennes et parisiens, pardon, nous nous retrouverons au salon de l'ANIF, donc l'Association des maires d'Île-de-France, le 30 juin et 1er juillet, donc sur le stand de DIRCAB. Nous vous rappelons également que nous avons toujours donc, sur le groupe WhatsApp, ceux qui n'y sont pas, n'hésitez pas à demander de l'intégrer
afin de pouvoir vous poser l'ensemble des questions d'ordre évidemment professionnel. Donc, toutes les questions que vous pouvez vous poser dans votre quotidien de DIRCAB ou de collaborateur de cabinet. Et enfin, nous avons redémarré, comme l'année dernière, dans le cadre de la campagne municipale de l'année dernière, nous avons relancé le partenariat avec Maître Bluto pour que vous puissiez poser vos questions dans le cadre de la campagne des régionales et des départementales. Donc, cela, évidemment, concerne tous nos collègues qui ont démarré la campagne. Voilà, vous pourrez poser toutes vos questions écrites et une réponse très rapide de Maître Bluto. Voilà. N'hésitez pas, du coup, à continuer à nous envoyer des mails et à poser toutes vos questions et également à nous soumettre à des sujets qui vous intéresseraient pour les prochains webinaires. Nous avons déjà noté un webinaire sur la question de l'eau suite aux épisodes de Suez-Veolia. Nous avons également noté votre demande de faire un webinaire sur la question des transports publics et surtout du transport gratuit au sein des agglomérations. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes, des sujets qui vous paraissent importants sur nos territoires. Merci encore infiniment d'avoir participé à ce webinaire. Merci Jean-Daniel Lévy, merci toujours d'être présent pour l'assaut DIRCAB. Et un merci particulier à Christophe et Monsieur Bertrand. Excellente journée à vous et bon courage pour votre mission de DIRCAB d'aujourd'hui.